Bonsoir et bienvenue à tous. À la date d'aujourd'hui, le coronavirus a déjà contaminé plus de 120 000 personnes dans le monde et fait plus de 4 370 morts. Selon un récent rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie qui s'est déclarée en Chine en décembre 2019 a déjà touché 106 pays, dont 6 qui ont déjà franchi la barre de 30 morts, notamment la Chine, l'Italie, l'Iran, la Corée du Sud, l'Espagne et la France. Au Cameroun, aucun cas de décès enregistré, mais 2 cas signalés par le ministre de la Santé publique qui a précisé dans un récent communiqué que les 2 personnes sont isolées à l'hôpital central de Yaoundé où elles reçoivent un traitement symptomatique approprié. Mais d'ores et déjà, certains leaders politiques sont montés au créneau pour tirer la sonnette d'alarme sur la politique d'endiguement de cette épidémie, suggérant même le report du Chan prévu le mois prochain au Cameroun. Il s'appuie, ces leaders, sur les conséquences de cette épidémie et la nécessité de limiter les risques de propagation. La situation est-elle aussi dramatique que certains chiffres l'indiquent? Quel est l'impact économique réel de cette épidémie dans le monde aujourd'hui? Peut-elle ébranler la deuxième économie du monde, l'économie chinoise? Mais avant tout, c'est quoi le Covid-19? Voyons tout cela avec nos invités sur le plateau 236 le débat. Merci, madame, monsieur, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau 237 débat ce soir, Dr René-Henri Zambou, bonsoir. Bonsoir Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. Et merci pour l'occasion que Equinox TV nous donne de parler de ce problème de santé devenu très sexy. Parce que de mémoire d'homme, jamais en 2-3 mois on a eu autant de pays contaminés. Peut-être jamais on a eu autant de gens infectés en un temps aussi record. En 2011, c'était la grippe porcine, grippe mexicaine, qui finalement est devenue la grippe H1N1. Mais aujourd'hui, c'est les infections au coronavirus qui font parler d'elle. Merci, Dr Zambou, d'être là. Vous êtes médecin vétérinaire, expert en santé publique. Vous êtes président de l'association épidémiologie et santé publique vétérinaire. Vous êtes par ailleurs chargé de la communication à l'Ordre national des médecins vétérinaires du Cameroun. Professeur Hugo Mathieu, bonsoir. Bonsoir, Duval. Merci d'être là. Merci. Vous êtes médecin pneumologue, vous exercez à l'hôpital général de Douala. Je dois rappeler que vous êtes agrégé de médecine, vous êtes maître de conférence et vous enseignez à l'université de Douala. C'est ça, monsieur Duval. Merci d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Edmond Kouyaté. Edmond, bonsoir. Bonsoir Duval et merci pour l'invitation. Vous êtes économiste. C'est ça. Chef d'entreprise. Un visage que les secteurs économiques se connaissent assez bien. Effectivement. Merci d'être là ce soir. Docteur Baslikine Demilep, bonsoir. Bonsoir Duval et merci une fois encore de m'avoir invité. Vous êtes économiste, vous êtes enseignant à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala et bien évidemment aussi à l'Université de Douala, à l'ISEC. Vous êtes inspecteur général des services à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala. Tout à fait, oui. Oui, il y a quelque temps encore, vous étiez inspecteur général des affaires académiques. Tout à fait. Voilà. Merci donc, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je commence avec vous, docteur Henri Zambou. On a beaucoup parlé du Covid-19. Je crois que c'est l'appellation consacrée désormais. Mais ce qu'on connaît le mieux, c'est coronavirus. La première question que je vais vous poser, vous vous en doutez bien, c'est sur les origines. Ça vient d'où, cette histoire de coronavirus? Merci Duval pour cette question. Quand cette infection au coronavirus s'est déclenchée en Chine, les premières informations ont donné l'impression que c'était une maladie nouvelle. Le coronavirus n'est pas un virus nouveau. En médecine animale, en médecine aviaire, nous connaissons les infections au coronavirus qui entraînent la bronchite infectieuse. Nous connaissons des coronavariants, ce n'est pas nouveau non plus. D'ailleurs, c'est des infections pour lesquelles des vaccins sont déjà disponibles. Nous en vaccinons au Cameroun, surtout les poules pondeuses et les poulettes chères. Mais il se passe qu'au fil du temps, les mutations qui étaient des phénomènes en général rares donnent l'impression d'être si fréquentes qu'aujourd'hui on a de nouveaux virus qui naissent
très rapidement et qui, parfois, à partir des espèces pour lesquelles il n'était pas adapté, s'adapte et commence à passer d'une personne infectée à une personne saine. Mais quand vous dites des virus qui naissent comment? Écoutez, si je vous dis déjà qu'en médecine animale, ça existait, au fil du temps, il y a plein de phénomènes qui ont amené l'homme vers les réservoirs de virus. Vous avez la recherche des terres cultivables qui a amené les hommes à s'intruser dans les aires protégées où on trouve la faune sauvage, qui très souvent sont des hôtes intermédiaires. Vous avez la déforestation qui accourt chez nous et dans tout le bassin du Congo, qui a amené l'homme à aller vers les réservoirs de virus que sont les chauves-souris, qui aujourd'hui sont connus pour héberger quelques centaines de virus. Et vous avez les industries extractives qui également amènent l'homme à aller à créer des pistes pour être plus proche de ces réservoirs et qui créent la proximité avec les virus qui jadis n'étaient pas des virus humains. Et cela également tout en changeant l'écologie de ces réservoirs. Je voudrais nous dire que le biotope de la chauve-souris, ce n'est pas la ville. Mais aujourd'hui, dans toutes les villes du Cameroun, vous trouvez les chauves-souris et ça devient un problème. Alors, si on vous comprend bien, Dr Zambou, vous semblez indiquer que c'est un virus qui existait dans un environnement précis, qui était peut-être l'environnement des animaux, des chauves-souris. Et l'homme, en allant en contact de cet environnement-là, forcément, s'est retrouvé en train d'être contaminé. Est-ce que c'est ce que je parle du corona, enfin des virus en général. Je ne parle pas du Covid-19. On est encore en train de chercher d'où il vient et tout. Mais je vous explique là la dynamique qui aujourd'hui aboutit à l'émergence ou à la réémergence d'un... Ça veut donc dire qu'il y a une forte probabilité qu'on arrive à la conclusion que c'est une maladie émergente. Ça, pour sûr, c'est une maladie émergente. Et en même temps, on peut considérer que c'est une zoonose. En attendant, bien évidemment, que des recherches plus poussées confirment cette thèse. Oui, c'est vrai qu'au départ, on a beaucoup émissérisé le pangolin, mais aujourd'hui, c'est une thèse qui est rapidement écartée. Aujourd'hui, on sait que les chauves-souris sont les réservoirs de beaucoup de virus. C'est quelques centaines, comme je vous le dis. Ils sont chauves et souris, donc ils ont plein de possibilités, mais je n'ose pas tout de suite dire c'est une zoonose à ciel ouvert parce que je n'ai pas toute la relation de transmission entre l'animal et l'homme qui a abouti à l'infection déclenchée à Wuhan. Prochain Bachou, aujourd'hui, c'est dire donc aujourd'hui, on ne sait toujours pas d'où est venue cette affaire-là. Je veux dire qu'en écoutant le docteur Zambou, il y a une complexité assez énorme autour des origines de cette affaire. Donc je vais un peu revenir sur les propos du docteur Zambou pour l'origine du coronavirus. Alors c'est un virus qui existe depuis plusieurs décennies et il est, en fait, dans les éléments de la littérature que nous avons, c'est un virus zoonotique. Maintenant, le virus qui a pour réservoir la chauve-souris a aussi souvent ce qu'on appelle en microbiologie ou en parasitologie des hôtes intermédiaires. Donc le virus passe la plupart de son temps chez la chauve-souris. Et l'hôte intermédiaire dans le cadre des coronavirus peut être le dromadaire, peut être le pangolin qu'on a cité, peut être la civette qui est un animal qui ressemble un peu au chat. Et les éléments scientifiques qu'on a nous disent que l'homme est un hôte, si vous voulez, accidentel. L'homme s'infecte à partir des contacts qu'il a eu avec l'hôte intermédiaire, c'est-à-dire le dromadaire ou la civette ou le pangolin. Alors, quand on parle du coronavirus actuel qui est le coronavirus de 2019, on oublie qu'en 2003-2002, nous avons eu l'épidémie de coronavirus qui a sévi en Chine et en Asie, et qui avait un taux de mortalité beaucoup plus important que le coronavirus actuel, de l'ordre de 9%. Et en 2012 jusqu'en 2014, nous avons eu aussi un autre épisode de transmission humaine de coronavirus
qui était le coronavirus du Moyen-Orient, qui a là aussi touché près de 8000 personnes, avec un taux de mortalité de l'ordre de 34-35%, donc beaucoup plus important que le taux de mortalité actuel pour ce nouveau coronavirus. Donc c'est un virus qui existe, qui est retrouvé chez l'animal, mais dont on reconnaît au moins 3 souches qui ont touché l'homme. Donc la souche de 2002, la souche de 2012 et la souche actuelle. Je fais rapidement les calculs. 2002, 2012... Ça fait tous les 10 ans. Une infection tous les 10 ans. Voilà. C'est une fréquence connue. Aujourd'hui, même la grippe aviaire, c'est tous les 10 ans. C'est un peu bizarre, mais c'est un constat. Alors, il faut donc dire que, Dr Mathieu, il faut donc arriver à la conclusion que c'est vrai que pour l'instant, ce sont des indications qu'on a. Peut-être qu'il faut travailler davantage, je veux dire, continuer à travailler davantage pour savoir exactement d'où est venu ce virus-là. Oui, je pense que c'est un nouveau virus. Et les données scientifiques qu'on a actuellement nous disent que c'est un virus... l'espèce qu'on retrouve chez l'homme actuellement, c'est une espèce qui a muté à partir de la forme retrouvée chez l'hôte intermédiaire, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est la thèse publique. Maintenant, tout est possible. Donc, il y a une théorie de complot, une théorie de conspiration qui circule sur les réseaux sociaux, selon laquelle le virus aurait été déversé sur la ville de Wuhan, en Chine. Maintenant, il faut prouver ces allégations, ce qui n'est pas toujours facile. Donc, mais je pense que tout est possible. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je vais rester sur les éléments scientifiques actuels. Il faut dire que ça fait seulement 1 mois et demi que ce virus s'est déclaré en Chine, donc on est encore au tout début de cette épidémie. C'est vrai qu'on a déjà plus de 100 pays qui sont touchés. Je veux dire, les recherches sont en cours dans les différents laboratoires et dans les prochaines semaines, on saura un peu plus sur les caractéristiques de ce nouveau coronavirus. Alors, Elmon Keïté, vous, j'imagine, vous n'allez pas avoir la même prudence que le professeur Hugo Mathieu, qui veut rester dans sa posture d'homme de science. Vous parcourez les réseaux sociaux et vous lisez beaucoup de choses. Vous avez certainement entendu parler de cette thèse conspirationniste contre la Chine. Oui, il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'il y a, n'est-ce pas, une thèse conspirationniste qui naît à la faveur, n'est-ce pas, d'une pandémie comme celle-là. Il faut savoir qu'à chaque fois, surtout que le coronavirus arrive à un moment où les guerres économiques entre la Chine et les États-Unis sont très fortes. Vous avez vu dernièrement les tensions qui étaient très fortes entre Donald Trump et le président chinois, notamment sur un certain nombre, n'est-ce pas, de problématiques économiques, avec Donald Trump qui tenait à limiter les importations chinoises aux États-Unis en surtaxant un certain nombre de produits. Alors, il faut savoir que cette guerre, elle est permanente et donc c'est ça qui soutient un peu la thèse conspirationniste, c'est-à-dire que les États-Unis auraient trouvé le moyen justement de ralentir ou alors de freiner, n'est-ce pas, l'activité économique chinoise et pour pouvoir reprendre le dessus. Parce que vous savez, aujourd'hui, on dit deuxième économie mondiale, mais quand vous rentrez dans les faits réels, quand vous rentrez dans les statistiques, la Chine est passée, n'est-ce pas, devant les États-Unis en termes, n'est-ce pas, de valeur économique, de données économiques depuis un certain temps. Mais sauf que maintenant, sur le plan géostratégique, géostratégique et géoéconomique, les États-Unis continuent à avoir une forte prégnance sur l'économie mondiale, notamment avec l'outil monétaire qui est le dollar. Vous savez que la dollarisation, n'est-ce pas, des échanges mondiaux font en sorte que c'est la Fed qui est le propriétaire, c'est les États-Unis à travers la Fed qui sont le propriétaire du dollar. Et donc, toutes les transactions que vous allez faire dans le monde en utilisant le dollar et la dédollarisation, n'est-ce pas, des échanges mondiaux, ce n'est pas pour demain. Ça fait que les États-Unis continuent d'avoir, n'est-ce pas, cette place de superpuissance mondiale. Mais il faut savoir que la Chine, par exemple, c'est le premier créancier des États-Unis. C'est-à-dire que, en termes de créances, les États-Unis, n'est-ce pas, doivent beaucoup à la Chine. Et donc, aujourd'hui, cette thèse conspirationniste voudrait que les Américains ont trouvé. Pourquoi? Justement parce que les gens se posent la question de savoir et pourquoi est-ce que
ces virus-là ne va déverser sa charge virale que dans la ville de Wuhan, qu'il faut savoir, c'est une ville très industrielle en Chine. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette thèse-là. Comme vous le dites, sur les réseaux sociaux, ça bavarde, ça chahute, ça braille un peu. Mais je suis d'accord avec le prof pour dire qu'à chaque fois qu'on va surfer, ou alors qu'on va surfer sur les vagues de la thèse conspirationniste, ça devient très complexe et très, très difficile à prouver parce que, évidemment, vous n'aurez pas d'éléments factuels pour pouvoir démontrer qu'effectivement, c'est, à moins que vous ne puissiez dire, c'est dans tel laboratoire que le virus a été donné et voilà le mode, n'est-ce pas, de transmission, voilà comment ça a été acheminé en Chine, ce qui reste scientifiquement très difficile à prouver et donc cette thèse est battue en brèche et donc nous, ce que nous faisons jusqu'à présent, c'est de nous appuyer sur les thèses scientifiquement comme vous avez suivi le professeur développé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un virus qui aurait connu une forme de mutation et qui, n'est-ce pas, aurait échappé au contrôle, n'est-ce pas, des mécanismes jusqu'ici scientifiquement établis pour contrôler les virus. Alors, docteur Vassili Kindovilev, on a écouté les médecins, les scientifiques sur le sujet, mais en même temps, on ne peut pas négliger cette thèse conspirationniste, même si jusqu'ici, il n'y a aucun élément qui permet effectivement de s'appuyer ou bien de prendre très au sérieux cette thèse-là. Mais il y a quand même des antécédents dans le monde qui peuvent nous amener à faire quand même attention lorsqu'on évoque cette thèse conspirationniste contre la Chine. Oui, moi je pense et je suis d'accord avec à peu près tout ce qui s'est dit avant moi, mais je crois que quand on observe le cœur de l'Occident, c'est-à-dire l'Amérique, c'est le libéralisme le plus débridé, où il faut accumuler des richesses et de la monnaie pratiquement sans limite. Et il y a quelques individus, parfois, autrefois c'était Rockefeller, c'était Henry Ford, et aujourd'hui on a les Bill Gates, les Steve Jobs. Pourquoi c'est seulement ces gens-là qui arrivent à ce niveau de richesse? On se pose des questions. Par ailleurs, il suffit de jeter le regard en arrière. Il y a moins de 2 décennies, on a vu l'Occident saccager l'Irak, saccager la Libye, pour simplement prendre le pétrole en Irak et en Libye, le déverser sur le marché mondial afin de faire dégringoler les prix. Nous savons qu'en le faisant, c'était d'abord pour affaiblir la Russie, qui est un très grand producteur de combustibles fossiles, mais des petits pays comme nous en Afrique centrale, comme nous au Cameroun, nous en avons souffert. Alors, chez nous, on dit qui a bu boira. Si vous avez été capable de massacrer des populations innocentes, de vous en prendre à un gouvernement qui n'avait rien fait contre vous, sans déclaration de guerre, pourquoi vous abstiendriez-vous d'utiliser un moyen doux comme celui-là? Et je vais terminer en rappelant que les Chinois eux-mêmes ont dit que une fois que les Américains ont évacué leur consul général de la ville en question, ils ont déterré dans le sous-sol des conteneurs dans lesquels c'était écrit « danger biologie ». Et par conséquent, sans vraiment porter, et d'ailleurs personne ne se risquerait à porter une accusation claire, parce que évidemment, si un pays de ce niveau-là veut s'en prendre à un autre, il prendra des chemins tellement détournés qu'on n'en arrivera jamais à... Je voudrais quand même rappeler que jusqu'ici, lorsqu'on parle du nombre de morts, on parle de plus de 3150 morts en Chine, mais qu'en dehors de la Chine, les principaux pays qui sont touchés sont quand même aussi les pays occidentaux. Il y a l'Italie avec, je crois que tout à l'heure, avant qu'on entre en studio, je disais sur un site que l'Italie a franchi la barre des 800 morts. Il y a l'Espagne avec une cinquantaine de morts, il y a la France, et il y a quand même les États-Unis qui franchissent également là la barre des 30. Moi, personnellement, je dirais que ça, c'est les dégâts collatéraux. Parce qu'une fois qu'on a lancé
C'est comme une bombe. Hein. Une bombe, elle n'attrape pas que le soldat ennemi. C'est surtout les civils qui sont pas loin, qui sont dans les environs. Oui, c'est évident que si c'est ce que l'on dit, il n'y a aucun intérêt que ce soit l'Italie, l'Espagne, c'est-à-dire le cœur même de l'Occident, qui puisse être atteint. Malheureusement, aujourd'hui, le monde est un village, on dit que un village planétaire. On se déplace, on va à droite, on va à gauche, et sans faire des calculs préalables, on peut aboutir à cette situation-là. Mais moi, j'ai quelque chose que je voudrais déclarer, c'est la réactivité de l'État chinois. N'est-ce pas? On nous a dit qu'en 15 jours, ils ont construit dans cette ville-là 2 grands hôpitaux, et aujourd'hui, ils sont capables peut-être pas d'endiguer, mais au moins de ralentir la propagation de la maladie. Et c'est ce dont nous devons nous réjouir. Et pour nous autres qui sommes au Cameroun, nous devons nous demander qu'est-ce qui se serait passé si ça avait été chez nous. Ce que je voulais ajouter, qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, c'était pas seulement 2 grands hôpitaux, il y en avait presque une quinzaine. Le plus grand, c'est celui qui avait été construit en 10 jours avec une capacité de 1000 places. Ce qu'il faut savoir que lorsque je suivais les statistiques ce matin, beaucoup de patients avaient déjà retrouvé, n'est-ce pas, la guérison et la santé, et ils ont catégorisé, n'est-ce pas, les patients en 3 catégories. Il y avait ceux qui sortaient de l'hôpital avec l'étiquette verte, ça veut dire qu'ils peuvent voyager partout. Il y avait l'étiquette orange, ça veut dire qu'ils pouvaient sortir, mais rester dans la zone, n'est-ce pas, dans la ville. Il y avait l'étiquette rouge, ça c'est ceux qui ont encore continué de maintenir en quarantaine. Mais il faut savoir que la charge virale a fortement été réduite en Chine aujourd'hui, et donc on n'est plus dans la forte propagation, n'est-ce pas, du virus, et donc ça commence à contenir, et la quarantaine qui avait été, la mise en quarantaine qui avait été, n'est-ce pas, imposée à plusieurs États est progressivement levée, et donc c'est pour ça d'ailleurs que le président chinois lui-même s'est déplacé dans la ville foyer, je veux dire à Wuhan, foyer, n'est-ce pas, le grand foyer de l'épidémie, et donc c'était la preuve qu'il y a déjà quand même tout est fait pour juguler, n'est-ce pas, la propagation du virus. C'est ce que je voulais ajouter. Oui, donc pour ce qui est de cette thèse conspirationniste, je voulais simplement faire remarquer que tout à l'heure on a parlé des dégâts collatéraux. Faire remarquer qu'actuellement on est autour de 120 000 personnes contaminées, donc 40 000 hors de la Chine. Ça veut dire que ces dégâts collatéraux risquent d'être très très importants au-delà de la Chine, parce que la Chine en tant que très grande puissance, même sur le plan technologique, est en train de mettre en place des mesures pour pouvoir éviter donc la transmission de cette maladie. Et la mortalité au cours du coronavirus est plus importante chez les personnes âgées. Lesquelles personnes âgées, on les retrouve beaucoup plus en Occident. Donc ça risque d'être un couteau à double tranchant si c'est la thèse venait à être validée. Voilà, être validée. Donc c'est la remarque que je voulais faire. Oui, effectivement, si on revenait à la thèse conspirationniste, cette thèse aurait oublié une chose. Aujourd'hui, en matière de maladies émergentes, contagieuses, c'est que a threat somewhere is a threat anywhere. C'est-à-dire une menace quelque part est une menace partout. Par conséquent, elle peut déclencher à Wuhan, mais aller jusqu'à la Tierra de Fuego en Amérique latine et faire beaucoup de dégâts, parce que comme professeur Bassiré l'a dit, à la faveur des mouvements d'hommes, combien d'avions quittent la Chine pour le reste du monde? Combien de bateaux quittent la Chine pour le reste du monde? Combien de personnes voyagent tous les jours? Et vous imaginez pour une maladie qui se transmet par la proximité, par voie aérienne, vous quittez Douala à 6 heures. 6 heures plus tard, vous êtes à Paris ou à Bruxelles. Et si vous êtes contaminant, vous aurez contaminé des centaines de gens. Si un Airbus prend 280 personnes, vous imaginez entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée, le nombre de personnes que vous aurez contaminées. Malheureusement, si ça déclenche, où on est suffisamment bien préparé, où les services médicaux sont suffisamment optimisés, les services de surveillance,
peut-être il peut mieux contenir la chose. Quand on me dit 3 000 morts en Chine, bon, sur 2 milliards, si je calcule le taux de mortalité, je peux dire qu'il est faible. Mais quand on vient en Italie, il devient très élevé. Donc, c'est à la faveur de tous ces mouvements qu'on peut comprendre que un dégât qui dégage dans un site peut avoir une portée plus grande hors du site, à des milliers de kilomètres, pour des environnements qui n'étaient pas suffisamment préparés. Et quand on parle de maladies émergentes, c'est des maladies auxquelles on ne s'attend pas. Ils nous surprennent. Si nos services de surveillance, nos services d'investigation sont suffisamment optimisés, si nous sommes préparés au niveau des postes frontières, effectivement, on peut réussir à contenir, mais que l'effet foule, qu'on n'ait pas beaucoup de contaminés, parce que quand on va nous parler de quarantaine et tout, s'il faut construire des quarantaines pour des centaines de gens, pour contenir les occupants de tout un Airbus, je ne crois pas que ce soit aussi facile. En tout cas, on aura l'occasion dans le courant de cette émission de revenir sur les mesures qui sont prises. Je dois rappeler que dans le cas du Cameroun, 2 cas ont été signalés. En tout cas, on n'a aucun décès enregistré jusqu'ici. On a par contre 2 cas déclarés officiellement par le ministre de la Santé publique et qui a indiqué dans un récent communiqué que les 2 personnes contaminées ont été isolées à l'hôpital central de Yaoundé et qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour faire un traçage de toutes les personnes qui ont été en contact avec ces 2 personnes contaminées au Cameroun et qu'il y a des mesures, on a vu le ministre de la Santé publique arriver à Douala avec également un mouvement vers l'aéroport international Yaoundé-Simalène pour vérifier le dispositif qui a été mis en place par le Cameroun pour endiguer ce phénomène. On revient là-dessus tout à l'heure, mais je vais qu'on reste sur la maladie proprement dite, professeur Mbadjou. Comment reconnaît-on un malade du coronavirus? Alors, il faut dire que les symptômes du Covid-19, et je vais préciser, quand on dit Covid-19, ça veut dire Coronavirus Disease for 2019, de 2019. Alors, comment reconnaît-on les symptômes du coronavirus actuel? Ce sont des symptômes de la grippe habituelle, la grippe saisonnière dont on en souffre tous. Et c'est la toux, c'est une toux qui peut être une toux sèche ou alors une toux qui produit un petit mucus. C'est la fièvre, ce sont les maux de gorge, les douleurs à la gorge quand on déglutit. C'est aussi surtout la fatigue et des douleurs musculaires ou des douleurs au niveau des articulations. Donc c'est un ensemble de symptômes avec aussi un écoulement nasal. Donc ce sont des symptômes de la grippe que nous connaissons. Et à un stade un peu plus avancé, le patient peut se plaindre d'une gêne respiratoire, d'une difficulté respiratoire, c'est-à-dire d'une sensation d'essoufflement pour des gestes qu'il faisait habituellement sans être essoufflé, ou alors une impression de manque d'air. C'est un signe de gravité de la maladie. Donc ça, ce sont les symptômes de la maladie. Maintenant, à côté de ces symptômes, il faut associer ce que nous appelons un lien épidémiologique. Donc je vais dire, ce n'est pas parce que vous allez présenter tout de suite ces symptômes que je vais vous suspecter de porteur du coronavirus de 2019. Il faut que le malade ait été en contact avec un malade. Donc, dans l'interrogatoire du malade, on va chercher à savoir s'il a été en contact avec un malade porteur du coronavirus de 2019. On va chercher à savoir s'il a fait un déplacement dans une zone, dans un foyer à risque. On va essayer de regarder tout cela. C'est à partir de ces éléments, de la combinaison du lien épidémiologique aux signes qu'on va observer à l'hôpital, qu'on peut commencer à suspecter donc l'infection à coronavirus. Docteur Zambou, lorsqu'il donne ces indications-là, cela nous fait penser au rhume, de façon globale, à la grippe que nous avons tous les jours. Finalement... Non, c'est une infection respiratoire. Ça atteint les voies supérieures, des voies inférieures. Et donc, on peut faire un rhume, on éternue, on tousse.
Donc, c'est les signes habituels. Vous voyez, dans la description du professeur Bachou, il n'y a rien de spécifique au Covid-19. Par conséquent, c'est les éléments épidémiologiques et ça signifie que le malade ou le présumé malade participe à son diagnostic et activement. C'est-à-dire, ce sont ces éléments épidémiologiques qui peuvent nous amener, dans le cadre de l'analyse des risques, à se dire il y a de fortes chances que celui-ci soit infecté au coronavirus. Mais le malheur de cette histoire, c'est que ça survient au moment où on a habituellement la grippe saisonnière. Vous avez en Chine, c'était l'hiver. En Europe, c'est presque l'hiver, on n'est toujours pas au printemps. Oui. Par conséquent, c'est des périodes au cours desquelles la grippe saisonnière sévit. Et d'ailleurs, je suivais un commentaire qui disait la grippe saisonnière tue. Chaque année, on ne fait pas autant de bruit. Pourquoi subitement on doit en faire autant? Je le suivais. Donc, c'est ces symptômes-là. Mais ce qui est important, c'est pour la personne qui se sent mal de savoir qu'il doit participer au diagnostic de son problème. C'est le plus important. Mais tout au moins, vous nous rassurez que tous les rhumes, n'envoient pas. Nous ne saurons jamais dire que tous les rhumes sont des infections à coronavirus, loin de là. Il y a plein de maladies respiratoires. Encore que la grippe, on en a très souvent. Si le professeur Bachou est professeur en pneumologie, c'est parce que les pathologies respiratoires, c'est tout un pan. Des pathologies qui nécessitent qu'on ait des techniciens de haut niveau pour pouvoir les adresser. Et donc les infections virales ne sont qu'un pan de ces choses. Et l'infection à coronavirus, c'est certes nouveau, mais ça ne doit pas nous faire oublier qu'avant, il y avait d'autres infections que nous devrions adresser. Et le problème, c'est qu'on n'est jamais sain. On a toujours quelques pathologies opportunistes. Et vous comprenez que même à contact égal, on ne peut pas avoir la même gravité chez l'un des patients que chez l'autre. Il suffit qu'on ait une maladie opportuniste pour que l'infection virale vienne aggraver le tableau clinique. Je vais donner la parole au Dr Basilikine. Dr Basilikine, quand vous entendez parler des symptômes du coronavirus, j'imagine que ça vous donne des frissons. Oui. Puisque une grippe banale oui, c'est-à-dire que peut se muter en coronavirus. Je suis en même temps un peu rassuré, mais inquiet. C'est-à-dire que si demain matin j'éternue, je vais dire à mon entourage, oh, vous savez, c'est peut-être la grippe ordinaire, alors que c'est le coronavirus. Le coronavirus. En tout état de cause, ce que moi je voudrais que les deux spécialistes disent à nos téléspectateurs, c'est est-ce que si cette malheureuse situation-là survenait chez nous, sommes-nous prêts, peut-être pas à endiguer, mais à faire face en limitant les dégâts? Oui, là on va y arriver tout à l'heure, mais on va passer par la question de la prise en charge de façon globale. Edmond, vous êtes de ceux qui estiment que on est habitué à faire des grippes, et donc en réalité il n'y a pas de quoi s'inquiéter véritablement. Je ne suis pas particulièrement alarmé par cette situation. Non pas particulièrement parce que vous savez, avant le coronavirus, on a connu le H5N1 qui était une grippe aviaire. La grippe aviaire. Et puis... avec tout ce qu'il y a eu comme tabac autour. Oui, avec tout ce qu'il y a eu. Du poulet, oui, il fallait plus manger. Et puis nous avons continué à manger du poulet, voilà, sans que rien n'arrive. Je crois que on a vu... Après, il y a eu Ebola. Et voilà, on nous a dit qu'on ne mangeait plus la viande de brousse. Exact, par exemple. On n'en est pas mort. On n'en est pas mort. Donc, moi, je ne suis pas particulièrement alarmé par cette histoire parce que je crois que depuis que ça a commencé, l'Afrique est plutôt un peu épargnée, en dehors, je crois, du Maroc et de l'Égypte. Qui ont connu... Mais voilà. Mais je dirais que le Maroc et l'Égypte, pour ceux qui connaissent bien la géographie, ils ne sont pas très loin de l'Espagne, par exemple. Elle dit que, ou de l'Italie. Donc, ils ne sont pas très loin. Voilà. Et donc, moi, je me dis, peut-être que le prof nous dirait beaucoup plus si l'évolution ou la propagation du virus, ou alors son développement, n'a pas quelque chose à voir avec, n'est-ce pas, le climat. Parce que je me dis quand même qu'on est en zone tropicale. Peut-être que c'est pour ça que on est peut-être un peu protégé. J'ai ouï dire, peut-être que le prof va démentir, que le virus ne résistait pas
à une température au-delà de 24 degrés. Si c'est ça, c'est plutôt tant mieux parce que je crois que notre température, n'est-ce pas, aussi entre 35 et 37 degrés, donc un peu plus. Et donc, s'il ne résiste pas au-delà de 24 degrés, on est tranquille. On est plutôt tranquille. Oui, mais quand on fait moins de 24 degrés, au nord-ouest, sur les montagnes, on fait parfois 12-13 degrés. Donc, moi, je dois ajouter à ce qu'il dit, j'ai lu dans les réseaux sociaux qu'apparemment, les Noirs seraient plus résistants que les autres. Et surtout que je vais dire une chose, pour nous qui allons un peu à l'extérieur de temps en temps, quand, je vais dire, les Caucasiens ont une simple grippe, je vais dire une grippe ordinaire, mais ils peuvent passer une semaine sans sortir. Alors que chez nous, la grippe, c'est une maladie banale. C'est-à-dire, on va au travail, quand on a la grippe, il suffit d'avoir quoi, peut-être mouchoir pour de temps en temps, je vais dire, régler les écoulements. Et puis, c'est tout. Je vais dire, on ne peut pas rester à la maison une journée parce que, bon, voilà, on a une grippe, quoi. Donc, je dis, en dehors même du coronavirus, il faut savoir que de manière ordinaire, nos frères de l'autre côté ne supportent pas la grippe. Donc, je pense que... Professeur Badiou, ça va au moins deux questions. Hein. La capacité du noir à résister à la grippe de façon globale. Alors, avant de revenir à la capacité donc, de l'Africain à résister à cette maladie, je voulais quand même préciser qu'il y a un groupe de personnes, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qui vont présenter des symptômes plus sévères. Donc, c'est des patients qui présentent à la base une maladie, qui peut être l'hypertension artérielle, qui peut être une maladie cardiaque, ce peut être quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral, un malade qui a une insuffisance rénale ou une maladie du foie, et des personnes une immunodépression. Et des personnes âgées, ou alors un patient qui est porteur d'une immunodépression. Donc ces patients vont présenter des symptômes plus sévères. Ce sont ces patients chez qui on va observer un risque plus important de décéder. Ce sont chez ces patients qu'on va aussi avoir une grande franchise. C'est la raison pour laquelle on voit en hospitalise. France et en Europe de façon globale, c'est davantage les personnes âgées. Tout à fait. Donc, parce que la population, elle est vieillissante en Europe. Donc ça, c'est l'élément que je voulais préciser par rapport aux symptômes du coronavirus. Maintenant, est-ce que la population africaine, la race africaine, a une immunité un peu naturelle, plus importante que celle des populations occidentales? C'est possible. Hein. Donc, même en médecine, il y a des observations qui font penser que l'Africain, compte tenu de son exposition à beaucoup de germes, à beaucoup de microbes, parce qu'il faut dire les maladies infectieuses, les maladies dues à des microbes sont plus fréquentes dans notre contexte que dans les pays européens ou occidentaux. Et on se pose la question de savoir, est-ce que cette exposition presque naturelle à toutes les infections ne renforce pas un tout petit peu notre immunité et nous donnerait peut-être la chance de résister plus au coronavirus que les populations caucasiennes. Ça, c'est une observation. Et puis, il y a peut-être aussi, je passe sous le contrôle du docteur Vassilikine, peut-être pour rigoler un peu, peut-être même la dimension divine. Alors, ça c'est la spiritualité. Dieu aime toutes ces créatures. Mais Dieu sait qu'il y a des créatures qui sont vulnérables. Peut-être les protégerait mieux que ça. Je crois que en réalité, en tant que scientifique, c'est un peu hâtif. Au bout de 2 mois, qu'on tienne de tels propos. Je ne sais pas combien d'analyses, combien de temps on a passé au laboratoire de génétique pour dire que les Noirs seraient nantis d'un gène de résistance. Non, ça fait 2 mois là qu'on parle de coronavirus. La grippe, hein. Oui, non, mais on parle d'un corona nouveau qui est en train de tuer ailleurs. Et les gens s'arrogent le droit de dire les Noirs sont résistants. Je ne suis pas sûr. Nous avons, je ne sais pas si c'est la chance ou quoi que ce soit, mais en termes de mouvement de population, en termes de densité des populations, les mouvements ne sont pas aussi denses de chez nous vers l'Europe, enfin vers l'Occident, que de la Chine vers les États-Unis ou vers l'Italie et autres. Et moi, j'ai imaginé un scénario, je dis, mais pourquoi, en première intention, ça ne touche que les villes industrielles? Nous n'allons pas oublier que la Chine est premier producteur mondial de pièces détachées automobiles, par exemple.
Si vous prenez l'ibuprofène, la Chine doit être première productrice d'ibuprofène, donc même en médicaments humains et vétérinaires. Donc vous voyez un peu le type de relation qu'une ville industrielle comme Wuhan, au niveau de laquelle l'infection a démarré, peut avoir des points de chute qui sont par exemple les zones franches industrielles en Corée, ou bien Turin et Milan, qui sont des villes industrielles en Italie. Alors, professeur Hugo Bachio, on a écouté le ministre de la Santé publique indiquer qu'il y a eu 2 cas au Cameroun et que ces personnes ont été prises en charge, en tout cas sont isolées à l'hôpital central Yaoundé et suivent un traitement symptomatique approprié. Est-ce qu'on peut être malade de coronavirus et guérir? Oui, effectivement, Duval. L'épisode actuel a un taux de mortalité autour de 3%. Donc, ça veut dire sur les 120 000 personnes qui sont atteintes de coronavirus, on a à peu près 4 000, un peu plus, qui décèdent. Donc, ça veut dire que la majorité, 97% des patients guérissent de la maladie. Donc, et là, je suis content d'avoir écouté le docteur Kouyaté parler, dire que ça ne l'alarme pas. Et c'est le message qui devait passer dans la population. Les gens ne doivent pas céder à la panique et doivent se rassurer et savoir que c'est un virus, bien sûr, très contagieux, mais le taux de mortalité n'est pas aussi important pour nous inquiéter. Donc ça, c'est un message que la population devrait effectivement savoir. Alors, puisqu'on a vocation également à éduquer les populations, il y a un certain nombre de mesures qui ont été annoncées par le ministre de la Santé publique par rapport à la prise en charge et sur les comportements qui devraient être les nôtres, que ce soit en présence des personnes malades ou que nous soyons nous-mêmes suspectés d'être porteurs du coronavirus. Oui, peut-être qu'on peut rappeler ici. Oui, il y a un certain nombre de mesures qui sont des mesures habituelles d'hygiène, mais seulement qu'on ne respecte pas très souvent. Donc là, on nous dit par exemple que si on veut tousser, il faut utiliser un mouchoir et tousser dans le mouchoir. Alors, ce n'est pas un geste réflexe que nous observons tous, mais c'est important parce que la transmission de la maladie, on ne l'a pas dit tout à l'heure, se fait par voie aérienne, par la respiration. Ça veut dire, si je tousse en face de vous, j'expulse des gouttelettes qui contiennent le virus et vous qui êtes en face de moi, vous respirez et vous vous infectez. Donc c'est important quand on tousse qu'on puisse se couvrir la bouche et le nez d'un mouchoir jetable, immédiatement. Sinon, vous gardez le germe dans votre poche et vous vous infectez, après vous transmettez la maladie. Donc ça doit être des mouchoirs jetables. Un autre geste, si on n'a pas tout de suite un mouchoir, c'est de tousser dans le creux du coude. Plutôt le creux du coude que les mains. Parce que les mains, on les utilise tout de suite. Donc dans le creux du coude, on limiterait la transmission de la maladie. Et quand on a toussé dans un mouchoir, tout de suite, il faut jeter le mouchoir et se désinfecter les mains ou se laver les mains. Si on est en possession d'eau et de savon, on se lave les mains. Si on n'est pas à côté d'un robinet, il faut utiliser une solution hydroalcoolique. C'est une solution qu'on retrouve dans des surfaces, dans des pharmacies, dans des supermarchés, qui est comme un gel et qu'on utilise, on se désinfecte les mains, on remet dans la poche. Donc ça, ce sont des mesures d'hygiène qui vont limiter la transmission de la maladie. Donc ça, c'est l'hygiène des mains. Ensuite, on nous recommande d'éviter des contacts étroits avec les malades. Et cette mesure, pour qu'elle soit effective, il faut que la population soit éduquée elle-même. Ça veut dire que si moi j'ai un rhume, si moi je sais que j'ai un rhume et que j'étais à Wuhan en Chine, ça veut dire que je risque de contaminer celui qui est en face de moi. Et même un rhume habituel, et même une grippe habituelle, je ne dois pas me rapprocher de la foule. Parce que le germe peut voyager quelques centimètres et vous toucher si je tousse. Donc il y a le contact étroit qu'il faut aussi éviter comme autre mesure. Et ensuite, on demande à la population si quelqu'un présente ces symptômes. Et
et qu'il existe pour cette personne un lien épidémiologique, il est préférable de ne pas trop bouger, de rester et d'appeler peut-être le médecin qui va lui dire quoi faire et d'appeler le 15 et 10. Où est dans le communiqué du ministre, il y a un 15 et 10 qu'il faut appeler. Et donc, il y a des services de santé qui sont prêts à venir. Oui, parce qu'en se déplaçant, il y a plus des risques de propager. Bien sûr, en se déplaçant, vous allez prendre un taxi, vous allez prendre votre voiture, vous aurez un chauffeur, vous allez toucher plein de choses et vous allez augmenter le risque de transmission. Alors, docteur Zambou, il y a ces mesures-là qui sont prises, mais peut-être que cela appelle un autre type de comportement aussi, de la part non seulement des citoyens, mais des gens qui ont vocation à regrouper, que ce soit au sein des associations, que ce soit peut-être même à l'église ou ailleurs. Oui, c'est ça, Duval. Je disais tantôt qu'il s'agit ici d'une maladie qui nécessite beaucoup de communication et qui nécessite qu'on promeuve des changements de comportement. C'est pas facile. Alors, vous avez un pays dans lequel, pour se saluer, on s'embrasse, on se cogne les têtes. C'est devenu une mode. Dieu seul sait si vous avez une seule personne qui arrive dans un deuil. Comme c'est souvent le cas, on veut compatir avec les éprouvés, on cherche absolument à leur serrer la main ou à les embrasser. Vous imaginez le risque dans des lieux de regroupement comme les deuils, les funérailles. Vous imaginez à l'intérieur d'une église où le prêtre va donner la communion, même la langue, ou quand ils boivent le calice, au travers du calice, sont 4-5, ils boivent dans le même calice, ou on asperge avec de l'eau bénite, vous voyez un peu le risque, ou à un moment donné, on dit donnez-vous un signe de paix et tout le monde se met à s'embrasser. S'il y a un seul contaminé, c'est la catastrophe. Ce serait la même chose dans les mosquées. Je crois que j'ai suivi tout à l'heure que, je crois vendredi, autour à la Mecque, ça n'a pas été évident autour de la reine parce qu'on évitait les rassemblements pour éviter des contaminations. C'est la même chose au niveau des écoles. Vous avez appris qu'en France ou en Italie, on a fermé des écoles. D'ailleurs, l'Italie s'est pratiquement mise en autarcie pour éviter la diffusion de cette maladie. Donc, tout réside dans comment nous amener à modifier nos modes de comportement. Ça me rappelle l'époque où nos mamans allaitantes qui avaient un enfant qui faisait une diarrhée infectieuse, elles prenaient une feuille et mettaient dans la bouche. Et toutes les femmes allaitantes qui la rencontraient en route savaient qu'elle a un enfant malade et s'écartaient, ne pouvaient pas la saluer. Donc j'ai peur que nos mamans, qu'on disait analphabètes, soient même mieux informées et plus capables de prévenir la diffusion d'une infection contagieuse que nous autres qui nous disons très très informés et tout. Donc vraiment, il y a beaucoup à faire. C'est pour ça que les messages qui viennent de l'OMS et tout doivent encore être contextualisés pour que, à tous les niveaux, soient relayés pour atteindre les cibles que sont les populations au niveau de base, mais aussi les populations en milieu urbain ou les regroupements. Quand je vais au Carrefour de Koti, en plein 10 heures, c'est la catastrophe. S'il y a plein de gens qui sont infectés, qui éternuent, vous imaginez à la fin de la journée ce que ça peut représenter en termes de population infectée. Oui, professeur, peut-être. Oui, je voulais juste ajouter, compléter ce que le docteur disait tout à l'heure. Effectivement, si l'épidémie progresse, on va devoir adopter de nouvelles attitudes. Il a parlé tout à l'heure dans des églises et les lieux de rassemblement. Même la façon de se saluer, maintenant, de façon anecdotique, dans les réseaux sociaux, on voit des Chinois se saluer avec les pieds et ainsi de suite. C'est un peu amusant, mais c'est dire que si l'épidémie continue, on va souvent éviter de se tendre la main. Mais surtout, il faudra avoir une solution qui désinfecte dans la poche. Parce que même si je vous ai salué tout de suite, je me désinfecte, ben voilà. Seulement, ces solutions vont certainement tomber rapidement en pénurie, en rupture dans les pharmacies. Alors, une autre mesure qui peut passer inaperçue, c'est éviter de se toucher la bouche, les yeux et le nez avec les mains. Parce que moi, je vous salue, vous êtes infecté, et tout de suite, je commence à introduire le doigt dans ma bouche ou dans mon nez, je m'infecte immédiatement.
ou bien je me frotte le nez. Donc ça, ce sont des gestes qu'il faudra de plus en plus éviter d'adopter. C'est parfois des tics chez certaines personnes, mais il va falloir se mettre de la pression pour éviter ces gestes-là. On nous recommande aussi de bien faire cuire les aliments, notamment les viandes, avant de les consommer. Et tout à l'heure, on a dit, on est à moins de 2 mois de cet événement, Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas encore, donc il faut faire vraiment très attention. On ne maîtrise pas encore tous les contours de ces virus, donc il faut faire très attention. Alors, je reviendrai à vous tout à l'heure, professeur Bachou et docteur Zambou, sur la prévention. Bon, c'est vrai que nous avons commencé à parler de la prévention, mais peut-être, on parle de la prise en charge, peut-être éventuellement sur la question de la vaccination. C'est vrai que jusqu'ici, peut-être sur les recherches qui sont effectuées jusqu'ici pour voir comment prévenir cette maladie. Le temps pour nous peut-être d'aborder l'aspect, on a commencé à en parler tout à l'heure, la dimension économique, docteur Basilikine. La Chine aujourd'hui, c'est quand même l'atelier du monde. L'atelier du monde, une grande puissance économique, la deuxième, et selon la Banque mondiale devrait d'ici 2030 devenir la première puissance économique. On imagine que ça va être difficile pour la Chine de se relever après. Notamment nous au Cameroun, avant, quand vous rencontriez un camion, 9 fois sur 10, c'était un camion d'origine occidentale, d'Europe de l'Ouest. Mais de plus en plus, on voit les camions qui... nous avons diversifié nos sources d'approvisionnement. Et quand vous avez des camions, vous devez importer les pièces détachées. Et comme... Bref, il y a beaucoup de consommation qui de plus en plus chez nous viennent de Chine. Par conséquent, il y aura, si cette affaire-là n'est pas rapidement maîtrisée, il y aura des raisons d'être inquiet pour notre avenir et notre devenir. Mais, encore une fois, la vie est résistante. Quelle que soit l'épidémie, il y a toujours des sujets qui sont réfractaires et qui échappent. On ne peut pas compter que sur ce hasard-là, mais il faut dire qu'aujourd'hui, la Chine est en train de devenir comme le centre de la planète. Tout le monde s'approvisionne en Chine, tout le monde veut aller produire en Chine parce que la main-d'œuvre est relativement bon marché, et la Chine est même détentrice d'un certain nombre de biens, ce qu'on appelle les terres rares. En dehors, on vient d'en découvrir chez nous au Cameroun, mais jusqu'à présent, c'est la Chine qui en exportait. Est-ce qu'il faut avoir peur? Je dis, est-ce qu'il faut avoir peur pour la Chine? Est-ce que, de votre point de vue, au regard de la gravité de cette épidémie-là, au regard de la vitesse à laquelle cela se développe, est-ce qu'il faut craindre pour l'économie chinoise, qui est, on l'a dit, la deuxième économie du monde? On est dans un pays qui est le plus peuplé de la planète, qui a, je crois, c'est le troisième le plus vaste à travers le monde. Est-ce que, au regard de tous ces éléments-là, il faut craindre pour la puissance chinoise? Moi, vos téléspectateurs vont imaginer que je suis un peu égoïste. Moi, je m'inquiète plus pour le Cameroun que pour la Chine. Parce que quand on voit la réactivité des Chinois, tout à l'heure, il nous a rappelé avec quelle rapidité ils ont construit une dizaine d'hôpitaux. Voilà. C'est des gens qui sont capables de s'auto-protéger. Enfin, docteur, je comprends votre préoccupation, oui. Mais nous parlons de la même chose, parce que quand on parle de la Chine, en fait, on parle de nous. Oui. Puisque lorsqu'on regarde très bien dans les schémas des importations et des exportations, oui. Je crois que l'essentiel des produits exportés que le Cameroun importe aujourd'hui vient de la Chine. Oui. Et donc, on se rend bien compte que si la Chine se porte bien, évidemment, oui, on se portera mieux aussi. En réalité, même quand dans l'hypothèse où on peut penser que quelqu'un, quelque part en Occident, a préparé le coup, mais on a déjà vu que l'Italie, l'Espagne, c'est pas en Chine. Donc, la Corée, c'est pas... La Corée est voisine un peu, mais en tout état de cause, le village planétaire qu'est devenu le monde aujourd'hui fait que une difficulté de cette nature-là, quelque part, où que ce soit, y compris, j'allais dire, en Sibérie,
il ne faut pas croire que quelqu'un est quelque part est à l'abri. Alors, Edmond Keté, jusqu'ici, on a identifié 2 cas. Il n'y a pas de décès au Cameroun, il est important de le rappeler. Il y a 2 cas qui ont été identifiés, qui sont pris en charge, selon le ministre de la Santé publique. Est-ce que pour autant, on peut être rassuré de ce que l'impact économique n'est pas encore aussi important que ça? Non, l'impact économique est important. Peut-être que ceux qui ne sont pas dans le circuit économique ne le ressentent pas, mais c'est important. Il faut déjà partir des statistiques pour dire que la Chine, c'est le premier pourvoyeur, n'est-ce pas, du Cameroun. Il faut savoir qu'en matière d'importation, la Chine, c'est le premier devant l'Union européenne. Ça veut dire, je crois qu'on est à 12%, on est à 25% qu'on importe de la Chine, je crois. 25% quand je crois 12% de l'Union européenne. Et il faut savoir qu'en parlant d'importation, il y a deux catégories d'importation. On importe d'abord les produits finis et on importe les produits semi-finis. Ça, c'est pour la production locale. C'est-à-dire il faut savoir que le socle de production locale est fortement dépendant, n'est-ce pas, de la Chine en termes, n'est-ce pas, de produits semi-finis. Ceux qui importent, qui du papier, qui des cartons, qui des conditionnements et ainsi de suite. Et donc, il faut savoir que en termes, n'est-ce pas, d'impact économique, il faut étudier ça sur 2 angles. D'abord, de manière bilatérale, c'est-à-dire Cameroun-Chine direct, et en termes multilatéral, c'est-à-dire que les conséquences que cela peut entraîner. En termes bilatéral, comme je l'ai dit, c'est les importations qui vont souffrir, parce qu'on ne peut plus s'approvisionner, et lorsque on ne peut plus s'approvisionner, cela va créer la pénurie, et lorsqu'il y a la pénurie, cela va créer la spéculation, et lorsqu'il y a la spéculation, ça crée l'inflation. Les prix flambent, les prix montent fortement. Donc ça, ce sont les premières conséquences. Donc d'ici peu, les produits que vous touchiez à des prix relativement très bas, vous allez les toucher, on va vous dire, ah non, il n'y en a presque plus, donc les prix ont augmenté parce qu'on a des difficultés à s'approvisionner. Et également, il faut savoir que ça peut entraîner, ou pas que ça peut, mais ça va entraîner un ralentissement de la production locale, parce que ceux qui importaient, n'est-ce pas, des produits semi-finis de la Chine, ceux qui dépendaient de la Chine pour pouvoir, n'est-ce pas, finir leurs produits localement, eux aussi, ils vont connaître ils vont être handicapés, et comme je l'ai dit, les conséquences sont les mêmes. C'est que la pénurie crée l'inflation forcément, parce que ça crée la spéculation. Et donc ça, c'est le premier problème. Maintenant, sur le plan global, c'est-à-dire de manière multilatérale, il faut savoir que, comme disait le prof Basiliking, la Chine, c'est l'atelier mondial. Et donc l'atelier mondial, avec, n'est-ce pas, ce phénomène, vous avez constaté qu'il y a un ralentissement de l'activité industrielle. Et lorsqu'il y a un ralentissement de l'activité industrielle, cela freine les importations du reste du monde vers la Chine. Donc la Chine n'importe plus. Vous avez vu les premières conséquences avec la chute du Brent, qui est tombé à $30, justement parce que vous savez que le pétrole... Oui, la Chine est un grand consommateur. C'est un grand consommateur, et donc s'ils ralentissent les importations, forcément l'impact devient tout de suite mondial. Conséquence, il y a diminution drastique du prix sur le marché. Il y a chute des cours du pétrole. Et vous savez que lorsqu'il y a chute des cours, n'est-ce pas, des produits, il y a également une forte volatilité des prix. Il faut le savoir. Donc, il y a une augmentation de la volatilité, et il y a également, vous avez vu dernièrement, je crois que c'était lundi, vous avez vu comment les bourses ont plongé, ont chuté terriblement. On est allé dans une chute, n'est-ce pas, des taux oscillant entre 7 et 9%. On a été même obligé d'arrêter, n'est-ce pas, les cotations, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'il y a des secteurs qui sont fortement impactés, notamment le transport, parce qu'il y a beaucoup de vols qui sont annulés, il y a des tramways qui sont annulés, il y a des voitures qui sont annulées, parce que la première mesure que les gouvernements prennent, c'est la mise en quarantaine. Et lorsqu'on parle de la mise en quarantaine, c'est-à-dire on parle de la restriction de la mobilité des personnes et des biens. Ça veut dire que les gens ne peuvent plus se mouvoir, les biens ne peuvent plus se mouvoir, les camions sont garés, les véhicules sont garés, les avions sont garés, et donc l'impact tout de suite, ça se ressent. C'est pour ça que le cours du Brent a chuté drastiquement pour tomber dans les $30 le baril. Et donc ça, ce sont les conséquences, n'est-ce pas, immédiates, ça touche tout le monde. Il faut savoir que de manière durable, personne ne peut véritablement dire quelles sont les conséquences à long terme, n'est-ce pas, du coronavirus, parce que cela dépend de l'évolution de la propagation du virus. Est-ce qu'on va maîtriser ça très vite? Est-ce que
ça va aller grandissant? Est-ce que les autres parties du monde vont être touchées? Est-ce qu'on va endiguer le phénomène? Et quelles sont les mesures que les gouvernements seront appelés à prendre? Comme je l'ai dit, les premières mesures sont les restrictions, les mises en quarantaine. Et chaque fois qu'on met en quarantaine, cela limite, n'est-ce pas, la mobilité des biens et des personnes. Et vous savez que quand on parle, n'est-ce pas, d'économie, l'économie s'articule autour, n'est-ce pas, du commerce, c'est-à-dire de la vente, de l'offre et de la demande. Et donc, si ceux qui veulent acheter ne peuvent plus acheter, si ceux qui veulent vendre ne peuvent plus vendre, et donc forcément on assiste à un fort ralentissement de l'activité économique sur le plan planétaire. Ce n'est pas seulement, et aujourd'hui le monde étant devenu un petit village, il ne faut pas croire que ce qui se passe à Wuhan ne va pas nous affecter ici, ne va pas affecter l'Australie, ne va pas affecter, n'est-ce pas, l'Amérique latine. Non, il y a un tel niveau, n'est-ce pas, d'interpénétrabilité dans les échanges commerciaux mondiaux, tel qu'aujourd'hui, lorsque la Chine est impactée, c'est tout le monde qui se retrouve impacté. Bon, maintenant, on pense que les premières conséquences, comme je le disais, au-delà du ralentissement de l'activité, n'est-ce pas, industrielle et commerciale, c'est que on va quand même assister à une distorsion des données sur au moins 2 trimestres. C'est-à-dire que vous aurez des données qui vont, n'est-ce pas, être instables au moins sur 2 trimestres. Ça, c'est ce qu'on peut dire. En attendant éventuellement les mesures que le monde médical peut être amené à prendre pour réduire, n'est-ce pas, de manière drastique ou alors freiner et arrêter, endiguer, n'est-ce pas, totalement l'avancée et la propagation de cette maladie-là. Dr Zambou, les conséquences économiques et financières sont importantes, aussi bien pour la Chine que pour les autres pays du monde. Oui, je l'ai dit, dans un monde globalisé, la Chine, c'est peut-être le nombril du monde. Mais vous avez plein d'entreprises qui délocalisent en Chine parce que la main-d'œuvre coûte cher. Donc, autant ça touche la Chine en tant que pays industrialisé, autant ça doit toucher tous ces pays qui délocalisent et toutes les interactions au niveau mondial sur les échanges et autres. Ce qui me fait peur, c'est l'industrie du médicament. Parce que la Chine, aujourd'hui, est pratiquement l'un des plus gros producteurs. Si vous prenez la pénicilline, ils produisent 60% de la production mondiale. Prenez l'ibuprofène qu'on consomme contre les douleurs, c'est plus de 50%. Ça veut dire que ce soit en médecine animale ou en médecine humaine, il y a de fortes chances qu'il y ait des ruptures de stock d'ici peu. Parfois, nous prenons en Occident, mais en réalité, c'est fabriqué de l'autre côté. Je suivais tout à l'heure un confrère qui a demandé une cotation. On lui a dit stop, l'usine ne fonctionne plus. On ne peut pas vous livrer votre cargaison. Je ne sais pas ce que les animaux vont faire. Ce que nous, les vétérinaires, allons faire dans le cadre de la gestion de la santé animale. Mais il y a fort à craindre qu'avec ce problème, il y ait une perturbation globale. Et si ça affecte la santé animale, cela va sans dire évidemment qu'il y aura un impact sur la santé humaine. Naturellement. Le professeur Mbadjo parlait des coronavirus comme des gemmes zoonotiques. Vous comprenez qu'on ne sait pas quels seront les prochains développements de cette maladie qu'on n'a pas toujours fini de maîtriser. Maintenant, si chemin faisant, on nous disait qu'il y a une molécule qui peut traiter, et si on n'a pas une usine qui peut nous produire ça en grande quantité pour livrer partout dans le monde, vous imaginez qu'on ne sera pas toujours au bout de cette infection. Il n'y a pas que... c'est vrai que le professeur Vasilkine nous a amenés au Cameroun, hein, et quand on parle du Cameroun, au-delà du développement qui a été fait par Edmond Keïté tout à l'heure, la préoccupation dans notre pays aujourd'hui, c'est surtout le CHAN, hein, le championnat d'Afrique des Nations, prévu le mois prochain. On se demande est-ce que cela va se tenir ou pas. Il y a des leaders politiques qui sont montés au créneau pour dire oui, vraiment au regard de la propagation. Alors, vous prenez l'exemple de ces compétitions sportives, vous voyez la valeur ajoutée que ces compétitions peuvent donner à notre pays. Imaginez qu'on arrive à annuler la CHAN ou la CAN. L'impact sur le plan économique, c'est énorme. Donc, sans être économiste, il y a quand même des évidences que cette pandémie
cette pandémie va avoir un impact important sur le plan économique. Hier, je suivais dans l'un de vos reportages des commerçants du marché qui ne pouvaient plus aller en Chine, acheter leurs marchandises et tout. Et au courant de cette semaine, il y a une conférence scientifique qui devait se tenir ici à l'hôtel Sawa à Douala, qui devait réunir 1 millier de scientifiques venant de divers pays du monde entier. Ça a été annulé. Vous voyez ce que ça fait en termes de tourisme pour notre pays. Et imaginez qu'on annule comme ça 4-5 événements, l'impact sera assez important. Donc vivement que les choses évoluent rapidement et qu'on trouve une solution pour... Je pense pas que on peut pas annuler, n'est-ce pas, les compétitions sportives. Je ne pense pas, parce que ce qu'on peut tout au plus, si jamais il y a un risque réel, n'est-ce pas, de propagation du virus à travers les regroupements de masse, ce qu'on peut tout au plus faire, c'est imposer les compétitions à guichet fermé. À guichet fermé, c'est-à-dire on annule la billetterie qui représente 1/5 des revenus. Il faut savoir que dans les fonds énormes que génèrent les compétitions comme la CAN, CHAN et autres, la billetterie ne représente que 1/5. Le gros, c'est l'audiovisuel, c'est-à-dire les droits de transmission qui sont payés, ça et là. C'est là où il y a le gros des fonds. Donc tout au plus, si la menace est avérée et très forte, on peut imposer, n'est-ce pas, une compétition à guichet fermé. Avec, certes, cette fois-ci, vous allez me dire, la conséquence que l'aspect festif l'aspect festif va être remis parce que la CAN, c'est d'abord est-ce que ça aura encore, n'est-ce pas, tout son contenu. Et peut-être qu'on va régler l'aspect économique, oui, mais l'aspect culturel. L'aspect culturel, et surtout que c'est l'occasion. C'est l'occasion pour, n'est-ce pas, tous les États qui prennent part à cette compétition, les ressortissants de ces États-là, de venir découvrir. C'est l'occasion, n'est-ce pas, de tourisme. Les gens qui viennent supporter leurs équipes, ils profitent pour découvrir un peu le pays hôte, et donc le Cameroun. Donc je crois que cet aspect pourrait être écarté, peut-être pas de gaieté de cœur, mais si tant il est qu'il y a une menace médicale, une menace sanitaire importante, on pourrait être amené à considérer cela, mais de là à annuler toute la compétition, je ne pense pas qu'on peut le faire. Par contre, l'industrie hôtelière va souffrir. Non, les conséquences... Et surtout, Edmond, qu'il faut se rappeler qu'il y a eu un glissement de la CAN entre 2019 et 2021, avec les conséquences économiques graves. On se souvient qu'il y a des entrepreneurs qui ont fait des importants j'en connais. En prenant beaucoup d'argent dans des banques. Personnellement, et qui aujourd'hui ne sont toujours pas rentrés dans leur... Personnellement, j'en connais, c'est-à-dire qui ont pris des engagements énormes, que ce soit auprès des banques ou alors auprès des fonds privés, ça et là, ils ont contracté des dettes énormes, qui ont fait des investissements. Alors qu'ils voient arriver une bouffée d'oxygène avec la CAN 2021, apprendre qu'il y a un investissement va être suicidaire. Je préfère tout de suite dire aux gens que ce ne sera même pas envisageable. Pour le moment, la menace ne pèse pas réellement. La menace ne pèse pas réellement sur le Cameroun. Il faut encore signaler que les 2 cas qui ont été annoncés au Cameroun, ce sont des expatriés, ce ne sont pas des Camerounais, et qu'à jusqu'à présent, aucun Camerounais n'a encore été, n'est-ce pas, certifié ou alors proclamé, diagnostiqué porteur de coronavirus. Oui, mais docteur Claire, vous avez vu le Gabon tout de suite dit je ferme ma frontière. C'est l'incongruité. On ne maîtrise pas bien la chose, on réagit tout de suite. Voilà, c'est l'incongruité. J'ai vu une file, mais alors une grosse file de voitures à la frontière Tchad et Gabon qui ont décidé de fermer les frontières. J'avoue que c'est un peu ça l'incongruité avec, je vais dire, nous les pays africains, parce que jusqu'à présent, malgré les menaces énormes que représente l'Italie, la France n'a pas fermé ses frontières avec l'Italie, la Belgique n'a pas fermé ses frontières. C'est l'Italie qui a pris des mesures en interne, intramuros, pour, n'est-ce pas, mettre en quarantaine les parties, je vais dire les grands foyers, n'est-ce pas, de propagation de cette virus-là, mais les pays voisins, les autres pays européens n'ont pas fermé les frontières. Alors je ne comprends pas que, parce qu'on a signalé 2 cas au Cameroun, tout de suite... Vous savez la même psychose lorsqu'on a parlé d'Ebola, il y a quelques temps. Vous savez d'ailleurs,
amené certains États à refuser d'abriter une compétition comme la CAN. J'avoue que c'est un peu cette faiblesse-là que nous avons au niveau de l'Afrique et qu'il faudrait revoir. Alors vous préférez parler de faiblesse plutôt que de prudence? Non, ce n'est pas une prudence. Non. Moi, je souscris tout à fait à ce qu'il dit. C'est-à-dire, à mon avis, il faudrait déjà que l'autorité publique au Cameroun commence à mettre en place une communication bien ciblée. D'abord, le Cameroun n'est pas dans l'épicentre de l'épidémie. Pas du tout. Deuxièmement, le Cameroun est dans une situation où je ne sais pas comment les Tchadiens, ils importent tout par nous. Voilà. Donc, il appartient que les autorités commencent à communiquer et à dire à nos voisins, surtout vous inquiétez pas, ce n'est pas l'épicentre ici, nous ne sommes pas concernés. Donc, nous prenons des dispositions pour que ce cas échéant, on ne puisse pas tomber dans la tourmente. Moi, je crois que l'autorité et les sociétés de communication comme vous ont la forte responsabilité de répercuter ce type d'informations de manière à ce que notre pays a été véritablement victime. Le report, le glissement de la CAN de 2019 à 2021, ça a laissé une image un peu ternie. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les efforts sur le plan financier déployés par le Cameroun, je vais dire que ce soit par les pouvoirs publics, pour la construction des infrastructures, vous avez vu par exemple que toute la ville de Douala, je vais dire au niveau au niveau des VRD, la voirie est en train d'être refaite. Ça veut dire que il y a quand même que des efforts importants sont consentis. Il y a également, comme vous l'avez dit, il y a des privés qui ont consenti des investissements énormes. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'envisager encore que ce serait créer des crises cardiaques, des AVC, ça et là. On ne peut pas se permettre de le faire. Moi, je pensais à l'aspect communicationnel. Et si le gouvernement se tait, le Gabon l'a fermé, normalement, on aurait dû réagir pour dire pas de panique. Et justement, à ce niveau-là, peut-être qu'il faut quand même saluer, je veux dire, la proactivité ou peut-être, je veux dire ça. On a quand même vu le ministre de la Santé publique très présent. Ça, par contre, avec des communiqués. Il y a eu le premier cas, il a annoncé le deuxième cas. Ça, par contre. Et ensuite, très présent. Ce n'est pas seulement à cause de cette affaire. Et très présent également sur les réseaux sociaux. Twitter, on le voit chaque fois faire un tweet. Peut-être que les autres membres du gouvernement devraient. Non, mais ça, par contre, c'est des gestes qu'il faut saluer. On n'est pas habitué à ça au Cameroun. C'est un ministre qui est très proactif. Je veux dire que ça ne se réduit pas uniquement au cas de coronavirus. Il est très proactif. C'est un peu rare chez nous au Cameroun. Très visible. Et donc, je dis, si tous les autres membres du gouvernement pouvaient s'inspirer, n'est-ce pas, je crois que le ministre des Transports aurait été aussi proactif, qu'on n'aurait pas vu les fils, n'est-ce pas, de camions stationnés à la frontière du Gabon. Je crois qu'il se serait levé pareil pour aller dire, mais écoutez, c'est pas les Camerounais qui sont atteints de coronavirus. Jusqu'à présent, les 2 cas signalés, c'est des expatriés qui ont été vite identifiés à l'aéroport, qui ont été mis en quarantaine. Et donc, jusqu'à présent, il n'y a pas lieu de paniquer. On n'est pas fondé à croire que le Cameroun devienne, n'est-ce pas, un foyer d'émergence de cette maladie-là. Je crois que c'est ce que le ministre des Transports devrait faire et tous les autres membres du gouvernement, être proactifs, surtout en matière communicationnelle, pour faire dire au monde que le Cameroun n'est pas un foyer d'émergence de coronavirus. En réalité, le ministre de la Santé est à la tête du comité interministériel. Vous savez, cette maladie, depuis quelques années, on pense que pour adresser ce genre de maladie, il faut une manière plus holistique, plus globale. Et donc, désormais, depuis 2012, il y a un comité de pilotage déjà qui existe pour les zoonoses, mais dans le cas d'espèce, le ministre de la Santé à la tête du comité interministériel. Bon, malheureusement, en son sein, je ne sais pas, est-ce que chaque ministre peut intervenir,
Mais malheureusement, je crois qu'on devrait avoir une certaine proactivité pour qu'au lieu que ce soit le commerçant qui nous dise ce qu'il ressent, Voilà. que le ministre du Commerce Par Tout exemple. à fait. ait dit Par quelque exemple, chose ouais, à l'endroit des commerçants. par exemple. Est-ce que les habits achetés en Chine aujourd'hui colportent le virus? Ça doit être une information qui doit être sûre. Exact. Que le ministre des Transports puisse Exact. réagir et qu'au niveau diplomatique, le ministre des Relations extérieures puisse gérer avec la CEMAR et autres Avec les pour voisins. que le marketing sanitaire qui doit exister puisse nous montrer aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, que le Chan va bel et bien avoir lieu. Nous souhaitons qu'il ait lieu. Nous souhaitons que nos amis maghrébins qui ont enregistré quelques cas puissent envoyer les équipes, mais que ici chez nous, Des mesures soient qu'on puisse prises, contenir ouais, hein, effectivement. les quelques cas qu'on a eus et que la fête du Chan soit belle. Et sur cet aspect, effectivement, on a bien remarqué que il y a, comme on l'indiquait tout à l'heure, il y a des mesures qui sont prises. Le ministre de la Santé publique, on l'a dit, s'est déployé, que ce soit ici à Douala ou à Yaoundé. Il a essayé de rassurer, il a multiplié les communiqués pour expliquer un peu ce qui est fait et quelles sont les mesures qui sont prises, les précautions qui sont prises. Que ce soit au niveau de la surveillance épidémiologique ou encore au niveau des contrôles. On parlait de ces papiers que les fiches que les passagers remplissent dans les avions. Cela est imposé à toutes les agences. En tout cas, il y a des mesures qui sont prises. Et puis, le Cameroun, vous l'avez indiqué, n'est pas n'est pas un foyer. Il n'y a pas un foyer d'émergence de coronavirus. Oui, le Cameroun n'est pas l'épicentre, mais je disais l'autre jour que si dans les fins fonds de village, nos mamans connaissent Coca-Cola, quel est le secret que les brasseries ont eu que nous ne pouvons pas capitaliser aujourd'hui au travers du partenariat public-privé pour atteindre les mêmes cibles avec les messages sanitaires, avec les messages concernant les comportements que nous voulons promouvoir? Je crois que pour une fois, on peut se rendre compte que le secteur privé dispose d'un capital qu'on peut mettre à contribution pour pouvoir créer des synergies dans le sens de la communication pour ce genre de maladie. Alors, professeur Bacho, on a bien appris, on a enregistré tout à l'heure et on l'a bien souligné à grands traits. Lorsqu'on a attrapé, disons ça comme ça de façon triviale, le coronavirus, on n'est pas condamné à mourir. C'est une grippe comme toutes les autres grippes, peut-être avec des effets particuliers, mais qu'on peut soigner, puisque le ministre lui-même a dit que ceux qui sont isolés là-bas reçoivent un traitement symptomatique approprié. Voilà, cela veut dire qu'effectivement, on peut bien avoir un coronavirus et puis guérir. Mais maintenant, ce qui nous intéresse de savoir, c'est vous qui êtes des chercheurs. Le vaccin contre le coronavirus, c'est pour quand? Alors, je pense que là encore, c'est très tôt. Donc, mais les laboratoires, je pense que les scientifiques sont en train de travailler là-dessus, faire des recherches pour pouvoir obtenir un vaccin d'ici là. Mais c'est pas facile parce qu'en termes de virologie, en termes de virus, ce sont des micro-organismes qui se multiplient énormément. Et chaque fois qu'ils se multiplient, ils mutent. C'est-à-dire qu'il y a des petites erreurs au niveau du matériel génétique qui parfois changent l'espèce de virus. Mais je pense que des chercheurs sont là-dessus pour pouvoir obtenir d'ici quelques semaines un vaccin efficace contre le coronavirus. En tout cas, en médecine animale, on a des vaccins contre les coronavariants chez la volaille. Donc, ça, je pense que ça, c'est nous un autre les espoir. utilisons ici au Cameroun déjà. Okay. Moi, j'ai lu dans les réseaux sociaux qu'un chercheur égyptien a mis au point un protocole curatif et qu'envoyé en Chine, on a testé sur 7 malades et les 7 malades ont guéri. Je voulais que vous nous disiez ce qu'on peut penser de ça. Alors, je pense que là aussi, il faut émettre des réserves. C'est possible, mais pour prouver l'efficacité d'un médicament en science, c'est souvent très difficile. Ça peut prendre beaucoup de temps. Maintenant, sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de choses. On a vu aussi, par exemple, la chloroquine. Mais par contre, la chloroquine a montré un effet in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Donc, le médicament a une action sur le virus.
Mais chez l'homme, on ne peut pas encore le dire, il faut encore des étapes pour passer à l'expérimentation chez l'homme. Donc, pouvoir découvrir un médicament actif sur un germe et passer de l'expérimentation du laboratoire à l'expérimentation sur l'animal et sur l'homme, ça prend quand même du temps. Mais je vais peut-être passer sur la prise en charge pour dire que cette maladie, sa présentation clinique est en majorité bénigne. Donc vraiment, il ne faut pas qu'on s'alarme. On peut, le traitement il est symptomatique, ça veut dire qu'on ne touche pas le virus et c'est l'organisme par ses mécanismes de défense qui va contenir les germes et le malade va retrouver sa santé. Donc les 2 patients qui sont à l'hôpital central de Yaoundé ne sont pas forcément là-bas parce que la maladie est grave. Ils sont hospitalisés parce qu'il faut notre sécurité, pour l'isolement, pour le confinement. Oui, il a bien dit dans son gueule qu'ils sont isolés. Ils sont isolés. Donc, ce n'est pas parce qu'ils avaient des symptômes si graves qu'il fallait les hospitaliser. C'est pour l'isolement. Donc, et quand ils sont isolés, on leur donne des traitements que nous disons symptomatiques. Ça veut dire s'il a des céphalées, on leur donne du paracétamol, par exemple. S'ils ont de la fièvre, c'est du paracétamol. S'ils vomissent, on leur donne des médicaments pour les réhydrater. S'ils ont des difficultés respiratoires, on peut leur administrer de l'oxygène pour les soulager. Et donc, dans la plupart des cas, tout rentre dans l'ordre, hormis ce petit pourcentage de 2 à 3%. Comme c'est d'ailleurs le cas pour le Camerounais, dont on a parlé en Chine qui effectivement est guéri et qui a retrouvé sa famille. En fait, ce que je voudrais dire, parlant, restant sur l'aspect économique, c'est que le coronavirus, comme d'autres conjonctures, a démontré quand même une faiblesse dans les économies africaines, c'est-à-dire que très souvent, dans notre structure économique, nous ne mettons pas toujours en place ce que moi j'appelle une veille prospective stratégique pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face à des conjonctures. Ça, c'est une conjoncture. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la chute, n'est-ce pas, du cours du Brent qui est tombé à $30. Et vous savez par exemple que dans la sous-région CEMAC, 5 pays sur 6 pratiquent une économie d'échelle, c'est-à-dire avec un budget à 80-90% dépendant uniquement, n'est-ce pas, du pétrole, des recettes du pétrole. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce sont des pays qui, si ça perdure sur un mois, ils peuvent très vite tomber en récession et en cessation de paiement. Parce que si vous avez un budget qui est à 80% indexé sur un produit, c'est pour ça qu'on parle d'économie d'échelle, c'est-à-dire que plus ils produisent du pétrole, plus leur économie est importante. Il n'y a que le Cameroun qui est dans une dynamique d'économie d'envergure, c'est-à-dire qu'il peut compter sur le pétrole, il peut compter sur le coton, sur le bois, sur l'agriculture, cacao et autres, et donc lorsqu'un secteur est menacé, il peut, n'est-ce pas, roter, il peut moduler et s'appuyer rapidement sur d'autres béquilles, il peut bodybuilder l'autre béquille pour, n'est-ce pas, soutenir son économie. Et donc, il faudrait que les économies africaines, dans leur planification, apprennent à mettre en place un outil que nous appelons la veille prospective stratégique. C'est-à-dire que c'est ce que vous avez vu, par exemple, les mesures qui ont été prises en Italie rapidement pour que l'économie ne tombe pas, malgré la mise en quarantaine. C'est la faiblesse que nous avons dans nos économies. Vous avez vu également l'invite, n'est-ce pas, de Donald Trump à l'endroit de Jay Powell, qui est le président de la Fed, lui demandant de revoir très rapidement à la baisse le taux directeur. C'est un ensemble de mesures que les gens ont mises en place, c'est-à-dire à chaque fois que l'économie est touchée dans sa structure, on essaye de trouver des mesures palliatives, d'utiliser des outils comme ceux-là pour faire en sorte que l'économie ne soit pas touchée dans sa réelle structure, dans son tissu réel. Et parce que lorsque l'économie est touchée dans son structure réelle, on assiste à un effondrement du secteur réel et là, ça devient très dangereux. On peut tout de suite avoir des conséquences sur le plan social qui sont incalculables. On sort de l'émission, Dr Zambou. Peut-être un mot sur la veille stratégique. Oui, je voudrais dire à la suite, docteur Kouyaté, que c'est quelque chose de... Pas encore docteur. Bon, écoutez, quand on vous entend parler, ça fait docteur. Merci. Non, je voudrais dire à sa suite que cette veille prospective stratégique est importante. Peut-être nous sommes à une étape intermédiaire. Depuis 2012, nous essayons de faire comprendre
que le problème de la santé, ce n'est pas l'hôpital uniquement. Il faut un certain nombre de disciplines et de secteurs ensemble pour adresser les problèmes de santé. Et là, j'ai l'impression que cette approche One Health est en train de prendre corps tout doucement chez nous. Et progressivement, je parlais d'intéresser le secteur privé. Je me serais attendu à voir le JICA monter au créneau pour parler de l'infection au coronavirus, parce que ça touche les entreprises, ou du moins ça va les toucher. Ouais. Donc, c'est quelque chose d'important. Nous espérons qu'on nous écoute. Je l'espère bien. Que demain, au-delà de l'approche seulement One Health pour adresser les problèmes de la santé, qu'on aille plus loin pour voir l'impact de la santé sur l'économie au niveau micro et au niveau macro. On va s'arrêter là pour ce soir, professeur Hugo Mathieu. Peut-être, sauf si vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on sorte. Juste un petit mot pour dire que l'infection à coronavirus de 2019, c'est un réel problème de santé publique. D'autant plus qu'aujourd'hui, on l'a pas dit tout à l'heure, le directeur général de l'OMS a déclaré ce virus pandémie mondiale dans l'après-midi. Donc c'est un problème sérieux et nous avons tout à l'heure apprécié la sortie du ministre de la Santé après les 2 cas. Et je pense qu'on devrait mettre l'accent sur la communication pour pouvoir éduquer la population, pouvoir passer le message pour que donc, la population ne cède pas dans la panique et soit rassurée. Nous avons des événements, je suis très optimiste comme M. Kouyaté et je pense qu'avec toutes ces mesures, on va pouvoir arriver à limiter la progression de cette maladie. Et qu'au-delà de ces mesures-là, on a le soutien des partenaires. L'ambassadeur des États-Unis a été reçu en audience ce jour par le président de la République. Et entre autres questions qui ont été évoquées, il y a bien sûr le coronavirus et le soutien que les États-Unis devraient apporter au Cameroun pour endiguer davantage le phénomène, ou si vous voulez être plus près, avoir plus de moyens pour pouvoir prendre les précautions nécessaires pour parer au plus difficile. Merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, professeur Hugo Mathieu, d'être venu. Je précise que vous êtes médecin pneumologue, vous exercez à l'hôpital général de Douala, vous êtes agrégé de médecine et vous êtes maître de conférence, donc vous enseignez à la faculté des sciences biomédicales de l'université. De médecine et des sciences pharmaceutiques. Ok, médecine et sciences pharmaceutiques de l'université de Douala. Tout à fait. Oui, merci infiniment à vous également d'être venu. Edmond Kouyaté, vous êtes économiste. Et vous êtes chef d'entreprise. C'est toujours bien de le préciser, parce que les économistes qui ne sont pas... Les économistes de papier. Non seulement vous faites de la théorie, mais vous... je me frotte à la réalité. À la réalité. Effectivement. Merci également à vous d'être venu, professeur Basli Kindovilep. Je précise que vous êtes économiste également, enseignant donc à l'Université catholique Saint-Jérôme de Douala, mais également à l'Université de Douala, à l'ISEC. Vous êtes inspecteur des services depuis quelques jours. Merci également à vous d'être venu, docteur Henri Zambou. Vous êtes médecin vétérinaire, vous êtes expert en santé publique, vous êtes président de l'association épidémiologie et santé publique vétérinaire. Vous êtes par ailleurs chargé de la communication à l'Ordre national des médecins vétérinaires du Cameroun. J'aime bien dire les vétos. C'est comme ça que ça se dit. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette autre livraison de 237 débats. Merci à Dallas Tchana, Eric Ouattat, Mitterrand Dam, Carlos Minoué, qui nous ont accompagnés techniquement dans la production de cette émission. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.